Peu de données sont disponibles pour quantifier l'entrepreneuriat au féminin en Afrique. Pourtant, le continent suscite l'intérêt de nombreux pays et investisseurs au point d'évoquer un plan Marshall pour l'Afrique. L'entrepreneuriat féminin est donc une opportunité de développement à saisir, mais comment travailler sur ce potentiel? Analyse sur ce plateau avec Madame Kosiwa Tipwaka. Vous êtes administratrice générale de l'ONG Africa Rural Watapro. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Gaëtan. Madame Tipwaka, une étude réalisée il y a quelques années par le Women Entrepreneurship in Africa montre que 150 à 200 milliards de dollars de valeur ajoutée sont créés par les femmes africaines. Que vous inspirent ces chiffres? Ces chiffres, pour moi, sont surtout la preuve qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait en matière d'entrepreneuriat féminin, mais en même temps qu'il y a un grand potentiel qui est négligé en Afrique, pas seulement en Afrique, dans le monde entier, mais surtout en Afrique, à cause de l'évolution sociétale qui est encore en cours en matière de la contribution professionnelle de la femme à l'économie. Un potentiel qui est négligé, vous comprenez pourquoi? Pourquoi est-ce que ce potentiel est négligé? Ça tire ses sources dans le concept social dont nous avons hérité. C'est la participation publique de la femme à l'économie. Aujourd'hui, on le sait, dans notre économie, les femmes sont une grande majorité de la main-d'œuvre. Mais en matière de prise de décision, en matière de contribution de chef d'entreprise, de prise de décision, on est encore un peu à la traîne. Et donc, concevoir que la femme peut être chef d'entreprise et que cela rentre dans les normes de nos sociétés, nous avons encore un peu de mal à le faire. Ça me rappelle un peu certaines situations que je vis dans mon vécu quotidien avec mon entreprise, où les gens sont certains que je ne suis pas la directrice de la société. Donc, quand on échange, c'est toujours dans l'optique que je puisse transmettre l'information. Pas que je puisse directement prendre la décision, mais que je puisse transmettre l'information. Et ça me fait sourire. Après, avec la discussion, la personne se rend compte que c'est plutôt moi qui devrais prendre la décision. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs femmes qui vivent cette situation-là. Et c'est surtout parce qu'on ne se met pas à l'idée que la femme qu'on a devant soi peut être chef d'entreprise, peut être une vraie professionnelle dans le secteur où elle officie. Alors, l'entrepreneuriat, est-ce peut-être la meilleure alternative pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi des femmes? L'entrepreneuriat comme source ou bien comme solution au chômage, c'est une solution générale. Ce n'est pas seulement sur le cas de la femme, mais généralement créer de la valeur, créer de l'emploi, ça contribue à améliorer la situation concernant le chômage. Donc, déjà, dans cette formulation, la situation de la femme, elle n'est pas censée être autre. Et donc, c'est un peu le débat éternel du 8 mars dont on parle tout le temps. C'est parce qu'en fait, on voudrait que cette question se pose plutôt en termes, est-ce que l'entrepreneuriat est une solution au chômage? Et non, est-ce que l'entrepreneuriat des femmes est une solution au chômage des femmes? Alors, comment vous-même vous répondez à cette question? Oui, c'est comme je le disais, l'entrepreneuriat est une solution contre le chômage. Oui, quand on parle du sous-emploi chez la femme, est-ce d'abord une réalité? Est-ce que le constat, vous le partagez? Oui, effectivement, dans le monde entrepreneurial aujourd'hui, quand on parle des concepts de plafond de verre, c'est aussi un concept qui montre le sous-emploi de ce potentiel féminin. C'est-à-dire qu'une femme qui a fait les mêmes formations qu'un homme doit peut-être se prouver 3 à 4 fois avant qu'on ne puisse considérer son potentiel par rapport à une thématique donnée. Et donc, dans ce concept-là, afin de ne pas lutter chaque jour contre ce même concept de plafond de verre, certaines abandonnent et préfèrent être subalternes ou prendre un métier qui ne leur demande pas forcément de s'afficher en tant que chef d'entreprise. Et c'est là pour moi le sous-emploi sur ces questions d'entrepreneuriat, oui.
Je vous donne maintenant le cas d'un secteur d'activité où les femmes entreprennent. C'est le secteur carité. Il y a eu, en début du mois de mars, une conférence internationale annuelle sur le carité. Et il était question justement de l'entrepreneuriat des femmes. Je vous propose de suivre ce reportage. Dévoiler la valeur du carité, le mot d'ordre de ce grand rendez-vous dans la capitale ghanéenne. Après Abuja, il y a un an, la 12e édition de la conférence internationale annuelle sur le carité appelle à promouvoir la durabilité de ce secteur en plein boom sur le continent africain. Dans cette salle, plus de 500 parties prenantes régionales et internationales de l'industrie du karité, plus de 25 pays représentés pour discuter des nouveaux défis dans ce domaine qui emploie principalement plusieurs centaines de milliers de femmes en Afrique subsaharienne. L'enjeu cette année, c'est d'aller ensemble. Aller ensemble, ça veut dire que nous, producteurs, petits transformateurs et les grossistes, qu'on aille ensemble pour faire de cette filière la filière la plus porteuse au monde. Maintenant, le karité est internationalement connu. Le karité est consommé dans toutes les productions de cosmétiques, même alimentaires. Donc ensemble, on peut porter les flambeaux. Ensemble, on peut faire régénérer les parcs à karité. Le défi que je vois aujourd'hui dans nos pays, c'est un peu travailler à augmenter les quantités d'amandes à transformer sur place, au niveau local, dans nos différents pays. Parce qu'on est en train d'exporter beaucoup, c'est vrai. Il y a toujours des amandes qui pourrissent dans les champs. Mais je pense qu'il faut non seulement augmenter les quantités d'amandes à produire, à transformer ou à exporter, mais il faut quand même exporter et transformer les amandes sur place pour avoir plus de valeur ajoutée et puis créer beaucoup d'emplois. Entre autres sujets, au cœur des préoccupations des participants à cette rencontre, la maximisation des avantages économiques dans les pays producteurs du karité, l'atténuation des changements climatiques et la stimulation de la consommation mondiale. Représenté au Ghana par la présidente de sa filière, le Togo, qui a amorcé depuis 3 ans la redynamisation du secteur, entend tirer profit de ce nouvel essor pour contribuer notamment à l'autonomisation économique de la femme en milieu rural et à la lutte contre la pauvreté. Nous avons non seulement formé les femmes, nous les avons mis en coopérative, ce qui ne s'est jamais fait. C'est une première pour que les femmes dans le secteur karité qui n'existait pas soient aujourd'hui en coopérative. Et c'est une fierté et un honneur pour moi de leur dire bravo d'avoir accepté d'être en coopérative. Parce que seul, on ne peut rien faire, mais ensemble, on est plus fort et on va plus loin. Ces 20 dernières années, les exportations de karité sont passées de 50 000 tonnes à plus de 350 000 tonnes par an. Une croissance due à l'utilisation accrue du karité sur les marchés mondiaux de l'alimentation et des cosmétiques. L'augmentation de ces exportations génère plus de 200 millions de dollars américains de revenus directs et indirects pour les communautés productrices de karité en Afrique. Estime que 24% des femmes africaines créent leur entreprise et en moyenne, une femme sur 3 déclare avoir un projet de création. Comment créer des incubateurs pour accompagner toutes ces femmes? La belle expérience de l'incubation que nous avons au Togo, c'est le centre Innovop, le centre d'affaires des femmes à Lomé, et qui travaille aussi avec les femmes sur toute l'étendue du territoire. Alors, ce projet est né de la volonté d'une femme de mettre ses compétences à la disposition de ses sœurs, de ses consoeurs, pour les former au métier de chef d'entreprise. Donc, ce projet a dû solliciter des appuis de bailleurs internationaux et après, il a fallu mobiliser la cible autour de cet incubateur et chaque année, il y a une cohorte qui est recrutée,
qui est formée tout au long de l'année sur des thématiques de leur secteur afin de les outiller par rapport à leur secteur spécifiquement. Donc, je donne cet exemple pour dire que voilà quelque chose qui peut être fait. Aujourd'hui, on a beaucoup d'incubateurs qui se créent, mais des incubateurs spécifiquement féminins qui se focalisent sur l'entrepreneuriat féminin, il n'y en a pas beaucoup. Mais pour le faire, c'est vraiment renforcer l'idée, mais accepter de collaborer aussi avec les outils et les mécanismes existants afin de rendre ce projet une réalité. Alors, au niveau de cet exemple que vous nous donnez du centre Innovob, est-ce que les femmes trouvent vraiment l'intérêt d'y aller, se faire former? Est-ce qu'il y a un certain engouement? Parlant de mon expérience personnelle, je sais que mon passage à l'incubateur a renforcé beaucoup de choses en moi en termes de chef d'entreprise. Dans ma cohorte, évidemment, dans tout cycle de formation, il y a un truc qui se fait. Donc, il y a un groupe qui se présente au départ, mais avec le temps, avec les exigences de la formation, il y en a qui quittent, mais c'est tout autant que les hommes dans leur processus de formation. Donc, aujourd'hui, de plus en plus de femmes prennent conscience de l'importance de se faire former. Il suffit de voir les journées de formation d'Innovob. C'est parfois, on ferme la porte pour que ça ne soit pas trop plein, quoi. Donc, c'est dire que la volonté est là. Et aujourd'hui, nous avons les associations d'entrepreneurs qui surfent aussi sur cette vague-là en créant des rencontres informelles d'entrepreneurs pour parler des sujets dont on ne parlerait pas en public, mais vraiment sur la capacité de gérer son entreprise. Par exemple, pour une femme chef d'entreprise, comment faire face au harcèlement dans son secteur de travail, par exemple. C'est des sujets dont les solutions ne peuvent pas forcément être dites publiquement, mais c'est des questions sur lesquelles il faut forcément se faire former. Il y a des chiffres qui m'interpellent. Selon cette étude, il y a 39% des entrepreneuses qui cessent leur activité parce que non profitables et 15% parce qu'elles n'ont pas accès au financement nécessaire. À entreprendre, oui, mais comment pour une femme? Ces chiffres montrent vraiment certaines difficultés que les femmes ont en matière d'entrepreneuriat. Mais je vous rassure, ils sont presque pareils au niveau des hommes aussi, à part que l'accès au crédit pour les femmes est un peu plus compliqué. Sur 5 personnes qui ont accès au crédit, 3 à 4 sont des hommes. Peut-être une seule personne est une femme. C'est rare d'atteindre les 20% en matière de crédit. Comment vous expliquez cette disparité? Est-ce parce qu'on ne fait pas confiance à l'entrepreneuriat chez la femme, à la capacité à la femme de manager, ou comment vous l'expliquez? C'est autant les pesanteurs sociaux en termes de concept, comme je le disais, de la femme comme chef d'entreprise. Est-ce que, les questions que les gens posent souvent, est-ce que si vous avez un problème en famille, est-ce que vous aurez la capacité de continuer à gérer votre entreprise? Une question qu'on ne poserait pas à un homme, n'est-ce pas? Est-ce que si votre mère, votre père tombe malade, est-ce que vous n'allez pas utiliser les ressources de l'entreprise pour soigner vos parents? Alors que les mêmes problématiques se posent aussi de l'autre côté. Donc, c'est vraiment ce concept-là qui n'a pas évolué dans notre société en termes de femme, une femme professionnelle, une femme chef d'entreprise. C'est le concept qui n'a pas vraiment évolué dans notre concept social et c'est pour cela que on se rend compte à chaque fois qu'on a cette difficulté qui ne se justifie pas de manière objective. Parce qu'on vous le dira, quand une femme est à la tête de l'entreprise, parce qu'elle doit prouver plusieurs fois qu'elle en vaut la peine, elle est obligée de gérer de façon très objective, très disciplinée. Donc, normalement, il n'y a pas de raison pour que cette inquiétude se fasse, mais on constate sur le terrain que c'est le cas. Comment vous pensez qu'on puisse renforcer cet accès des femmes au financement, aux prêts? On sait, c'est un exemple dans votre pays, le Togo, il y a eu des initiatives des autorités pour aller dans ce sens avec le FNFI notamment. Est-ce que dans la pratique sur le terrain, vous voyez un changement? Dans la pratique, le FNFI qui prend en compte des femmes de petites entreprises, mini-entreprises on dirait, qui par exemple avec 300 000 change tout le vécu d'une femme. Une femme qui faisait par exemple de la bouillie, c'est une entreprise pour elle parce que c'est avec ça
qu'elle a son gain, c'est avec ça qu'elle s'occupe de sa famille et de ses besoins. Donc, qui passe d'une petite jarre de bouillie à un stand où elle sert toute la journée, c'est toute une transformation. Donc aujourd'hui, on constate quand même, au niveau de l'informel, que ces financements ont permis à beaucoup d'évoluer en termes d'échelle d'entreprise, mais on est encore loin de la transformation économique dont on parle en termes de combien de femmes entrepreneurs dans le BTP ont été financées. Combien de femmes dans mon secteur, le secteur de l'eau et de l'assainissement, ingénieurs qui mettent leur bureau d'études en place, combien de fois est-ce qu'elles bénéficient plus facilement d'accès au crédit? Donc voilà, c'est la problématique en matière de secteur toujours considéré comme masculin, est toujours d'actualité. Vous êtes vous-même chef d'entreprise, vous êtes ingénieur de formation, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous rencontrez ce type de difficultés, ceux dont on parle? Est-ce que vous le rencontrez ou peut-être votre situation est différente? Non, elle n'est pas différente en soi. En termes d'accès au crédit, c'est des difficultés que j'ai eu à rencontrer aussi. On a des projets qui vont démarrer et on a besoin d'un soutien financier pour la trésorerie, pour supporter le démarrage. Donc on a un contrat en main qu'on présente au banquier, mais il n'est pas très sûr qu'une femme ingénieure puisse vraiment soutenir ce besoin financier qui est demandé. Et donc après, il faut forcément faire appel à un soutien institutionnel pour que ce crédit se fasse. Alors que si c'était un homme, on n'en serait pas forcément arrivé là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de ma formation, il y a beaucoup de choses qui me sont données pour améliorer ma relation avec le système bancaire pour que ces difficultés puissent s'amoindrir au fur et à mesure que j'avance. Et donc, l'expérience que l'entreprise est en train d'avoir permet aussi de rassurer le banquier ou les sponsors aussi sur ce que nous faisons, la qualité de notre travail ici. Kosiwa Tipwaka, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition de journal sur votre chaîne.